Bienvenue donc sur le plateau d'Eugène. Je reçois à présent Fanny Daucher et Tiziana Bombasei. Vous travaillez toutes les deux pour la société Seedstars, Graines d'étoiles, une organisation qui repère et soutient les startups dans plus de 80 pays émergents. Alors déjà, présentez-nous ce qu'est un pays émergent et quels sont ceux avec lesquels vous travaillez. Donc quand on parle de pays émergents, c'est vraiment un concept qui peut être très vague. Nous, notre perspective sur le pays émergent, c'est vraiment un pays qui se différencie d'une économie plus développée de par le fait que c'est un pays qui est en train d'acquérir de l'interconnectivité avec le reste des marchés. Donc, c'est-à-dire c'est un pays qui est en train de mettre en place des mesures financières, des mesures économiques, macroéconomiques et microéconomiques, mais aussi régulatoires qui lui permettent d'être de plus en plus connecté et de mieux en mieux connecté avec le reste des marchés. Ça reste des pays où le niveau de vie est relativement bas à l'heure actuelle. Voilà, tout à fait. Donc ça reste des pays où on voit qu'il y a une différence dans le produit intérieur brut par tête, par capita, par personne. Quels sont les pays émergents alors avec lesquels vous travaillez? Donnez-nous quelques exemples. Donc effectivement, parmi les 94 écosystèmes dans lesquels on est présent, pour être précis, on va être dans des régions comme en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, Afrique du Nord, aussi en Europe de l'Est, en Asie et en Amérique du Sud. Donc on est donc dans de nombreux pays. À titre personnel, moi j'ai pu aller dans une vingtaine de pays en Afrique subsaharienne. Par contre, aujourd'hui, on est présent physiquement avec un hub dans exactement 13 pays. Donc, pour vous donner quelques noms, on va être en Colombie, au Mexique, au Vietnam, mais aussi au Nigeria, en Afrique du Sud. Seedstars est une organisation relativement jeune. Expliquez-moi en quelques mots sa genèse et ses objectifs. Oui. Très bien. Alors, Seedstars, donc ça fait 7 ans que ça existe. Vraiment, la mission de Seedstars, c'est impacter la vie des gens à travers l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies, avec à la fois une partie investissement, donc on investit dans les meilleures startups, et une autre partie qui vise à former et identifier les meilleurs entrepreneurs. Alors une start-up, on la définit généralement comme une jeune entreprise à forte croissance qui va répondre à un besoin très précis d'une population qui va offrir un service, généralement avec des moyens innovants, techniques. À quel type de besoins alors répondent la plupart des startups dans ces pays émergents? Est-ce qu'il y a des grands domaines qui se dégagent? Oui, alors l'activité de Seedstars est vraiment concentrée sur les domaines à fort impact. Alors l'impact peut être mesuré de plusieurs manières, mais on voit notamment qu'il y a un réel impact en termes de création d'emplois. Donc une start-up qui arrive à générer des emplois et une start-up qui va avoir un effet catalyseur sur la population qu'elle vise. On voit aussi qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus porteurs, et notamment les secteurs qui sont très alignés avec les objectifs du développement durable. Donc on voit beaucoup de startups qui arrivent à avoir un réel impact dans des secteurs comme l'énergie, comme l'agriculture, comme typiquement e-commerce aussi. C'est des sujets qui sont c'est des secteurs qui sont très porteurs en termes de développement. La santé peut-être aussi? La santé, bien évidemment, le transport aussi qui est très présent, tout ce qui est relatif à l'habitat, à repenser des manières de construire, que ce soit des villes, que ce soit des endroits d'habitation, que ce soit de l'urbanisme. Voilà. Je rajouterais la finance aussi, donc l'inclusion financière. Ouais. Pour donner un exemple, en Tanzanie, on a travaillé avec une start-up qui s'appelle Jamii Africa et qui permet aux populations qui ont le moins de revenus d'avoir pour moins de $1 par mois accès à une assurance maladie en s'appuyant sur justement alors les technologies, donc comme la technologie USSD, où il s'agit en fait d'utiliser un téléphone qui n'est pas un smartphone, mais qui permet d'avoir accès à ce type de service pour des populations qui ont moins de revenus. Sur quels critères choisissez-vous et soutenez-vous ces startups? J'imagine qu'on ne peut pas toutes les soutenir, vous faites une sélection. Voilà, quels sont ces critères? Donc nous, on va vraiment chercher des startups pour lesquelles on identifie un vrai potentiel à la fois donc, d'impact, de création d'emplois et puis de potentiel de croissance économique. Donc on se détermine comme un investisseur à impact. Donc ça veut dire vraiment un investisseur à impact, c'est un investisseur qui combine à la fois ses critères d'impact social, environnemental, et les critères aussi de rendement et d'intérêt financier. Et donc après, on va détailler un peu plus ces critères avec la taille de marché, l'attraction, donc les tractions de l'entreprise, aujourd'hui quels sont ses résultats, l'équipe évidemment.
Quels sont les freins que rencontrent ces startups dans ces pays-là? Pourquoi ont-elles besoin de soutien finalement? Oui, alors je pense qu'il y a un premier frein qui est indéniable sur les marchés émergents quand on regarde au niveau mondial, qui est un frein régulatoire. Les économies émergentes sont par définition des économies dans lesquelles le cadre régulatoire est beaucoup plus contraignant ou beaucoup moins développé que dans des économies comme on a en France ou plus largement au niveau de l'Union européenne. Donc le premier obstacle, c'est vraiment de dire comment créer ma start-up, comment aller ouvrir un compte en banque pour l'entreprise que je suis en train de créer s'il n'y a pas de loi qui me permet typiquement d'ouvrir un compte en banque pour ma start-up. Donc le premier aspect, c'est un aspect qui est régulatoire. Ensuite, il y a des freins qui sont beaucoup plus pragmatiques. Et alors on voit qu'il y en a évidemment plein et ça dépend vraiment d'un marché à l'autre. Mais de manière générale, on observe quand même qu'il y a un frein au niveau du pool de talents qui est disponible sur les marchés sur lesquels on est très présent. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui a, mettons, une super idée, qui a un fort potentiel de croissance et un fort potentiel d'impact, ne va peut-être pas trouver le bon développeur sur son marché local. Donc comment monter une start-up alors qu'on manque de certaines ressources humaines pour aider à la développer, et comment faire face du coup à ce frein plutôt régulatoire et financier, et ce qui implique pour nous, qu'on arrive et qu'on donne ce support technique et ce support financier via l'investissement. Donc le support technique, comment identifier les meilleurs potentiels pour faire grandir cette entreprise, et le support plutôt financier qui est le support investissement, donc aider la start-up à justement avoir ce premier coup de pouce. Sur une note positive sur la partie obstacle liée à la régulation, tous les pays en fait, dans le monde sont confrontés à ces nouvelles formes d'entreprises qui émergent depuis quelques années, mais finalement pour lesquelles aucune bureaucratie n'était pas forcément préparée. Et on voit, en fait, venant par exemple des pays d'Afrique, une certaine innovation dans ce cadre de régulation. Et on parle beaucoup en ce moment des Startup Act qui vont être portés par des gouvernements au Mali, au Sénégal, évidemment en Tunisie, et qui sont en fait un modèle potentiel pour la France, pour l'Allemagne, lié à ces questions-là. Donc c'est aussi des endroits, des laboratoires intéressants. Est-ce que l'accès à Internet, tout simplement, le développement du Wi-Fi dans ces pays-là, n'est-il pas aussi un frein? Où en est-on dans ces pays? Alors justement, quand on parle de l'Internet, donc de la fibre optique, oui, c'est un frein parce qu'en effet, dans pas mal de régions, quand on sort des capitales, l'accès à l'Internet, la fibre optique est très restreint. Par contre, on voit que les portables sont un réel élément catalysateur justement de la création d'entreprises et surtout des personnes que peut atteindre une entreprise sur les marchés émergents grâce à des technologies infrastructurelles, des télécommunications, de type la 3G ou la 4G. D'accord, donc ça fonctionne et quasiment tout le monde a un smartphone maintenant. Voilà, tout à fait. Tout le monde a un smartphone, enfin de plus en plus de monde a un smartphone. Et là, j'insiste sur l'élément démographique aussi, qui est de dire que sur les marchés émergents, on voit qu'il y a quand même une vaste majorité des populations qui sont des populations extrêmement jeunes, donc moins de 40 ans, moins de 30 ans, et qui donc ont été éduqués à la technologie depuis très jeunes, et donc aujourd'hui la manient avec énormément d'habileté. Qui sont ces porteurs de projets? Est-ce qu'ils sortent d'école? Est-ce qu'ils ont une éducation? Ou alors est-ce que ce sont des petits entrepreneurs qui cherchent un plan B, une solution très concrète à un projet? Alors évidemment, c'est parfois un peu difficile de donner une réponse générale, mais on peut parler, en tout cas, de nous, les entrepreneurs avec qui on travaille chez Seedstar. Nous, on va vraiment travailler avec des gens qui sont ambitieux, qui sont en train de développer vraiment des solutions pour répondre à des problèmes réels qu'ils voient autour d'eux et vraiment soutenir leur communauté. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, Medsaf, c'est porté par Viviane Waka, qui est une entrepreneuse nigériane, et qui voit autour d'elle beaucoup de médicaments contrefaits. C'est à peu près 1 médicament sur 10 en Afrique qui est contrefait ou en dessous des standards de l'OMS. Et donc Viviane Waka qui va se dire je vais développer une start-up, mais avec vraiment cette ambition de croissance et de résoudre un problème réel dans l'ensemble des pays africains. Et donc c'est une jeune femme qui est éduquée, qui a fait des longues études, qui est jeune et qui est vraiment portée par cette idée d'impact. C'est ça, je dirais, qui caractérise beaucoup les entrepreneurs avec qui on travaille. Ouais. Aujourd'hui en France, seuls 10% des porteurs de projets sont des femmes. Qu'en est-il dans ces pays émergents? Est-ce qu'elles sont un peu plus présentes?
Alors on voit qu'il n'y a pas spécialement plus de présence sur les marchés émergents, mais par contre on voit que c'est de plus en plus un thème qui est abordé, et c'est un thème qui est au-delà d'être abordé, c'est un thème sur lequel il y a beaucoup d'organisations, que ce soit du secteur public, que ce soit du secteur privé, que ce soit du secteur à but non lucratif, qui sont en train de travailler autour de la thématique en essayant de trouver ce qu'on pourrait appeler des bonnes pratiques pour justement accroître le nombre de femmes qui sont présentes et porteuses de projets. Ouais, vas-y. Non, je disais, le continent africain est intéressant à regarder parce qu'en fait, quand on regarde le nombre d'entrepreneurs dans le sens qui ont un business, donc business owner, il y a une grande proportion de femmes. Souvent, les femmes qu'on voit dans la rue qui gèrent leur entreprise, par exemple de nourriture, ce sont des femmes. Par contre, c'est vrai qu'on regarde le nombre de startups, donc on peut différencier avec cette idée de croissance et vraiment d'augmenter ses activités au fur et à mesure. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on voit une vraie différence et on retombe à peu près dans les chiffres européens et français. Et du coup, c'est là où il y a beaucoup d'opportunités à regarder. C'est sûrement des questions un peu différentes. Les raisons ne vont pas forcément être les mêmes, notamment liées à l'accès potentiel à l'éducation, le rôle de la femme dans la société. Mais encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a aussi beaucoup à apprendre parce qu'il y a des vrais modèles féminins entrepreneuses en Afrique, sûrement plus, en tout cas c'est mon sentiment, c'est qu'on voit les Nana Benz en Afrique, on a plein dans l'histoire vraiment de femmes puissantes et entrepreneuses qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. Ouais. Sur le plan plus global, le taux d'échec des startups est très élevé. 90% ne passent pas à la 3e année. Est-ce que vous avez des exemples de startups que vous avez suivies, que vous êtes en train de suivre, dans lesquelles vous sentez un réel potentiel de pérennité ? Oui, je pense que le premier élément de pérennité, comme vous dites, c'est vraiment le match entre le projet et une technologie qui permet de faire croître vraiment la start-up à des taux qui sont du jamais vu. Non, si on était 30 ans en arrière, ce serait vraiment presque impossible. Quel type de start-up ? Ce serait une start-up qui répondrait à quel besoin ? Donc ce serait une start-up qui répondrait à un besoin de marché. Donc l'idée, c'est pas de créer une idée et d'essayer de l'infliger à un marché, c'est plutôt d'essayer de voir, quelle est la demande. Donc on voit par exemple, récemment on a travaillé avec une start-up dans le domaine de l'aide aux personnes qui sont dans une position de handicap. Donc là par exemple je vous parle d'une start-up qui aide les gens qui ont des difficultés à voir. Typiquement, c'est une start-up qui a développé une technologie propre pour ensuite la mettre sur une application. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des personnes qui ont des problèmes de vision peuvent très simplement, en téléchargeant une application, arriver à se promener, même en étant malvoyants, plus ou moins partout dans des métros. Mais alors, je vous parle du Chili, tout comme je vous parle du Qatar, tout comme je vous parle potentiellement de la France aussi. Donc, c'est des réels besoins. C'est dire quel est le besoin d'une certaine target et comment la start-up peut-elle y répondre. Et c'est des besoins qui ne sont pas encore solutionnés par d'autres, d'où l'intérêt de soutenir ce genre de... Exactement. Et d'ailleurs, vous mentionniez tout à l'heure quels sont les critères sur lesquels on sélectionne. On sélectionne notamment pour le côté innovant, pour dire, mais il n'y a pas énormément de compétition dans ce secteur-là parce que c'est quelque chose qui est vraiment innovant. Innovant dans le sens de l'innovation, donc c'est-à-dire dans le sens de ce qui n'existe pas encore. Fanny, vous avez un autre exemple de start-up qui retient particulièrement votre attention, sur lesquelles en laquelle vous croyez ? Oui, alors il y en a beaucoup. On voit des très belles croissances, notamment dans le secteur de la finance. Donc je pensais par exemple à la start-up au Sénégal qui s'appelle Matontine, qui permet de digitaliser le système de tontine. Et derrière, c'est des potentiels énormes avec des entreprises qui peuvent se déployer sur de nombreux pays en Afrique, mais aussi ailleurs. Et puis, je voulais juste revenir sur un exemple qu'on a beaucoup suivi chez Seedstar, qui s'appelle Giraffe. Ouais. C'est une entreprise en Afrique du Sud dont le but, c'est de connecter des populations qui sont notamment dans les townships et qui n'ont pas beaucoup forcément de qualifications, avec des entreprises qui vont chercher à embaucher des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de qualifications. Donc, par exemple, Standard Bank, qui est une banque sud-africaine. Et Giraffe a déployé une solution USSD pour connecter ces deux populations. Et en fait, derrière, il y a un business model très intéressant, à la fois en termes de données et puis en termes juste de pourcentage qu'ils peuvent prendre sur ces connexions et les salaires qui sont versés.
Donc la personne qui recherche un emploi ne paye rien, celui qui paye c'est la banque. Et en fait c'est une entreprise qu'on a vue mais vraiment grandir très très fort. Et c'est juste, ce que je veux souligner, c'est que parfois quand on cherche un peu des exemples dans les pays émergents, notamment en Afrique, on va parfois regarder un peu l'exemple sympa qui est assez intéressant, mais juste rappeler que derrière, c'est vraiment des potentiels d'investissement économique qui sont forts, qui sont tangibles, et avec des boîtes effectivement qui existent depuis Girafe au moins 5 ans aujourd'hui. Alors en Afrique, les levées de fonds sont passées de 200 millions de dollars il y a 5 ans à 2 milliards de dollars actuellement, en 2019, c'était les derniers chiffres. En quoi ces modèles intéressent-ils les investisseurs ? Alors, je pense que l'Afrique aujourd'hui est intéressante pour les raisons de croissance démographique, donc des marchés au potentiel. Quand on regarde le Nigeria, c'est un des pays les plus peuplés au monde. Pour aussi, effectivement, la facilité aussi d'adaptation parfois de nouveaux outils. Moi, je crois beaucoup qu'il y a un peu une innovation qui est plus durable, potentiellement plus frugale. C'est un peu comment on a moins de ressources pour avoir un impact plus fort, qui aujourd'hui résonne beaucoup avec des investisseurs, et notamment quand on compare avec cette idée d'investissement impact qui est vraiment en train de connaître une vraie croissance. Et puis juste la partie purement business où il y a des pays, alors c'est vraiment difficile de faire des généralités, mais on voit des pays qui connaissent des croissances très intéressantes, des classes moyennes qui se développent vite, et donc forcément des opportunités business. Alors la crise sanitaire mondiale que nous vivons a-t-elle impacté l'innovation dans les pays émergents ? A-t-elle été moteur d'innovation ? J'ai lu par exemple qu'au Kenya, le paiement sans contact a été généralisé, ou au contraire, est-ce un frein à l'innovation ? Il y a peut-être des faillites, voilà. Alors je pense que c'est une excellente question, et c'est une question qui dépend beaucoup du secteur d'activité. Donc évidemment on voit un gros ralentissement dans des secteurs comme le transport, dans des secteurs comme tout ce qui est relatif au voyage, qui a été mis presque à plat pendant quelques mois sur la majorité des pays dans lesquels on opère. Mais on voit une croissance gigantesque en termes de digitalisation. En effet, vous parliez de digitaliser les paiements. On voit qu'il y a beaucoup de digitalisation qui se fait au niveau du e-commerce. Il y a beaucoup de digitalisation qui s'est fait, au niveau du commerce qui est devenu e-commerce. Une énorme digitalisation des populations plus rurales, typiquement d'agriculteurs qui ont dû commencer à vendre leurs produits mais qui ne pouvaient plus les vendre parce que les gens n'étaient plus autorisés à sortir dans la rue. Donc on voit qu'il y a vraiment une croissance à ce niveau-là. On voit aussi qu'il y a une croissance dans certains secteurs en termes de recherche et de développement technologique. Donc ça, c'est aussi très intéressant à voir. Et le troisième élément, je pense, qui est vraiment intéressant avec la crise du Covid, ou de la Covid, c'est qu'il y a eu fatalement une réduction des staffs des entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de licenciements, il y a eu beaucoup de réduction de volume horaire travaillé. Ce qui veut dire aussi que le pool de talents qui est maintenant disponible sur le marché et à la recherche d'emploi est croissant, et c'est des talents qui sont extrêmement bien formés, généralement qui sortent eux-mêmes d'entreprises qui étaient en train de grandir. Donc c'est extrêmement prometteur pour les entreprises qui aujourd'hui cherchent à recruter parce qu'elles sont dans cette espèce de croissance, parce qu'elles sont dans un secteur porteur. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, Fanny ? je pense que il y a quelque chose peut-être, donc je pense qu'il y a zéro généralité à faire, donc notamment sur le continent que je connais le mieux en Afrique, mais peut-être s'il y a un point commun qu'on peut trouver entre tous ces entrepreneurs, c'est la dimension liée à la résilience, et le fait que en fait, même si la monnaie est dévaluée de 50% ou si tout d'un coup il y a un coup d'État, donc désolé, c'est pas pour dans certains pays, les entrepreneurs sont capables de s'adapter, et ça. Du coup, ça en fait une vraie force aussi aujourd'hui, où finalement, le coronavirus, très bien, c'est une nouvelle donnée. Tous sont prêts à relever le défi. Oui, ce sont déjà des pays qui connaissent de fortes difficultés, l'insécurité, la corruption. Donc finalement, ils font avec la donne du marché. Exactement. Et puis on voit aussi, je surenchéris sur l'aspect résilience qui est on ne peut plus vrai. On voit aussi l'émergence de plus en plus d'entreprises sociales, c'est-à-dire de faire de l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat qui a un but. Alors on en a parlé, on a dit l'investissement pour le profit et pour l'impact. On a aussi l'entreprise qui est là pour le profit et pour l'impact. Donc on voit, quand on regarde, ma région c'est plutôt le Moyen-Orient, quand on regarde des villes comme Beyrouth par exemple qui ont accumulé
le Covid et la double explosion du 4 août, on voit qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui rajoutent, c'est-à-dire qui changent un peu leur business model pour être de plus en plus inclusifs au niveau des aspects sociaux de leur business model aussi. Voilà. Il y a sans doute des leçons à tirer de ces startups, plus globalement pour la planète. Alors moi, en un mot, c'est l'agilité. Ouais. C'est vraiment la capacité à s'adapter vite, rapidement, à changer et à continuer à driver des équipes dans cette direction de changement et de réponse à des situations comme la crise de la Covid. Alors pour finir, vous tenez tout à l'heure une conférence sur cette thématique, les startups dans les pays émergents. Quel va être votre message? Sur quoi souhaitez-vous attirer l'attention des entrepreneurs présents à Gênes aujourd'hui? Alors, donc on va notamment se focaliser sur l'investissement impact, qu'est-ce qu'on met derrière, et du coup, quelles sont les opportunités qu'on peut trouver dans les pays émergents en général, et surtout se dire que c'est une énorme partie, la majorité du monde, et qu'en fait, il est très important de regarder ce qui s'y passe, et qu'on a beaucoup à apprendre et de l'expérience que les investisseurs ont là-bas et des entrepreneurs. Des pays à pas de négliger. Je rappelle que 87%, c'était le chiffre de la population mondiale, y vivent actuellement. Eh bien, écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci beaucoup.